Je m'appelle Audrey Lefebvre. J'ai 29 ans et, 2 semaines avant mon 30e anniversaire, ma sœur s'est tenue dans une salle d'audience du tribunal de Versailles pour tenter de convaincre un juge que j'étais trop instable mentalement pour gérer mon propre argent. Elle parlait d'une voix douce, comme une sœur aînée protectrice et terrifiée qui aurait passé des années à essayer de me sauver de moi-même. Elle a affirmé que je ne pouvais pas garder un emploi stable, que j'imaginais que des gens me volaient, et que me donner accès à mon héritage de 3 millions d'euros me mettrait gravement en danger. Ma mère était assise à ses côtés, pleurant dans un mouchoir et hochant la tête à chaque accusation. Elle a raconté à la cour que j'avais changé après la mort de mon père et que ma sœur était la seule personne assez responsable pour gérer mes biens. Je ne les ai pas interrompus. Je n'ai pas élevé la voix ni tenté de me défendre, même lorsque leur avocat m'a décrite comme paranoïaque, instable et financièrement irresponsable. De l'autre côté de l'allée, ma sœur posait sa main sur le dossier contenant sa demande de mise sous tutelle. Elle me regardait avec l'assurance tranquille de quelqu'un qui croyait que l'argent était déjà à elle. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'un dossier scellé avait été remis au juge ce matin-là. Il contenait des documents qu'elle n'avait jamais vus, des preuves qu'elle pensait disparues, et un fait crucial sur ma vie que ma famille avait moqué pendant des années sans jamais prendre la peine de le vérifier. Le juge a lu plusieurs pages, a retiré ses lunettes et a fixé directement ma sœur. Puis il a demandé, « Savez-vous réellement qui est votre sœur ?» Ma mère a cessé de pleurer. Ma sœur a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Avant de vous raconter la suite, dites-moi d'où vous m'écoutez et quel temps il fait chez vous. Je veux savoir jusqu'où cette histoire de trahison, de patience et de justice a voyagé. Pour comprendre pourquoi ma propre famille voulait qu'un juge me croie incapable de gérer mon argent, il faut comprendre ce qui m'attendait. Pour mes 30 ans. Mon père, Hubert Lefebvre, avait bâti Lefebvre Logistique Santé à partir d'un petit entrepôt de banlieue pour en faire l'une des entreprises de fourniture médicale les plus respectées d'Île-de-France. Il n'était pas tapa accent Graveleuil. Il a conduit la même berline bleue pendant 12 ans. Emportait son propre déjeuner au bureau et se souvenait du nom des employés de l'entrepôt qu'il n'avait pas vu depuis des mois. Ma sœur aînée, Margot, ne lui ressemblait en rien. Elle aimait les restaurants étoilés, les dîners d'investisseurs privés et le sentiment d'être la personne la plus importante de la pièce. Après son école de commerce, elle s'est installée à Sophia Antipolis, sur la Côte d'Azur, pour lancer Marot Venture, un fonds d'investissement axé sur les technologies du bien-être. Notre mère, Béatrice, traitait chaque article de magazine sur Margot comme la preuve qu'une de ses filles avait hérité de l'ambition de notre père, tandis que l'autre avait hérité de son habitude de se cacher derrière des tableurs Excel. Cette autre fille, c'était moi. Je travaillais en télétravail pour un cabinet de conseil en gestion des risques basé à la Défense, analysant les registres de paiement et les systèmes comptables numériques pour des entreprises soupçonnant des fraudes. Comme mes contrats exigeaient une confidentialité absolue, j'en discutais rarement. Margot décrivait ma carrière comme de la petite comptabilité en freelance et racontait aux proches que je passais mes journées à inventer des problèmes dans les factures des autres. Je la laissais croire cela, car la corriger n'avait jamais rien changé. 4 ans avant l'audience, mon père est mort d'un accident vasculaire cérébral massif lors d'un séminaire à Lyon. Sa mort n'avait rien de mystérieux, il n'y avait pas de confession secrète ni d'avertissement dramatique. Ce qu'il a laissé derrière lui, en revanche, c'était une succession soigneusement préparée. Margot a reçu le contrôle de l'entreprise opérationnelle, tandis que j'étais désigné bénéficiaire d'un capital distinct, financé par une assurance vie et la vente de plusieurs investissements personnels. Ce capital valait environ 3 millions d'euros et devait me être versé à mes 30 ans. Mon père avait expliqué son raisonnement dans une lettre. Margot
avait déjà reçu de nombreuses opportunités via l'entreprise, et il voulait que j'ai la liberté de construire quelque chose par moi-même. Margot a jugé l'arrangement injuste, mais elle ne pouvait pas le contester sans admettre qu'elle avait déjà reçu bien plus que moi. Pendant plusieurs années, il ne s'est rien passé. Puis Margot est revenue du Sud et a pris le poste de directrice financière chez Lefebvre Logistique Santé. Elle disait à tout le monde que son fonds d'investissement s'étendait dans le Nord, mais la vérité était que plusieurs de ces investissements avaient échoué. 2 startups de santé connectées s'étaient effondrées et une retraite de luxe en Provence avait fait défaut sur ses prêts. Les investisseurs qui louaient autrefois son instinct réclamaient leur argent. Au lieu d'admettre sa défaite, Margot a commencé à détourner de l'argent via 3 sociétés de conseil enregistrées à l'étranger. Ces sociétés envoyaient des factures à l'entreprise familiale pour des prestations de stratégie et d'analyse de marché qui n'existaient pas. L'argent quittait l'entreprise de mon père, passait par ces sociétés écrans et revenait sur des comptes liés à Margot. Au moment où l'entreprise préparait son audit annuel, le trou était de près de 1,8 million d'euros. Margot avait besoin de liquidités avant que les auditeurs n'examinent les dossiers. Mon héritage était la source la plus facile à atteindre. 9 mois avant mon anniversaire, la banque gérant les fonds a reçu un document falsifié semblant donner à Margot l'autorité de gérer mon héritage si je devenais mentalement incapable. La banque a refusé l'acte car la signature semblait copiée et les dates ne correspondaient pas. Au lieu de reculer, Margot a changé de stratégie. Elle a commencé à me poser des questions insistantes sur ma santé. Avais-je vu un thérapeute après la mort de papa? Est-ce que je prenais toujours des médicaments pour l'anxiété? Pourquoi avais-je changé de mission de conseil 2 fois en un an? Est-ce que j'avais l'impression que les gens m'observaient? Au début, j'ai cru qu'elle essayait de réparer notre relation. Notre mère se joignait à ces conversations et m'encourageait à être honnête. Je leur ai confié que j'avais fait des crises de panique après le décès de papa et que la thérapie m'avait aidé. J'ai admis que mon travail dans les enquêtes de fraude me rendait parfois méfiante face à des détails que d'autres ignoraient. Chaque réponse honnête est devenue une phrase qu'elles ont ensuite sortie de son contexte. Margot a raconté à la famille que j'étais obsédé par des crimes imaginaires. Elle a dit à nos amis que je ne pouvais pas garder un emploi. Elle a décrit mon appartement calme de Versailles comme la preuve que je m'isolais du monde. Notre mère la soutenait. Parce que Margot payait les taxes foncières, les assurances et l'entretien de la grande maison familiale où elle vivait. Si Margot perdait l'entreprise, notre mère pensait qu'elle perdrait tout aussi. Je n'avais pas compris jusqu'où elles étaient prêtes à aller jusqu'à ce que, 6 semaines avant mes 30 ans, un huissier me remette une assignation demandant au tribunal de me déclarer incapable et de nommer ma sœur comme tutrice de mes biens. Elle n'avait pas pris de mes nouvelles par affection, elle collectait des preuves pour un procès. La pétition est arrivée à 8h15 un lundi matin, 10 minutes avant que je ne doive diriger une réunion en visioconférence avec un réseau hospitalier. Le document me décrivait comme sans emploi, émotionnellement instable et consumé par des délires paranoïaques envers ma propre famille. Un rapport psychologique rédigé par le docteur Adrien Collin y était joint. Je ne l'avais rencontré qu'une seule fois via un appel vidéo que ma mère avait présenté comme une simple consultation de bien-être familial. La séance avait duré 52 minutes. Il ne m'avait presque rien demandé sur mes revenus, mes factures ou mes responsabilités professionnelles. Au lieu de cela, il insistait pour savoir pourquoi je me méfiais de Margot. Dans son rapport, il qualifiait mes réponses de pensées délirantes persistantes et suggérait que recevoir un gros héritage m'exposerait à un risque d'exploitation ou de comportement impulsif. Le tribunal n'a pas immédiatement donné le contrôle à Margot, mais a émis une ordonnance temporaire bloquant les fonds jusqu'à l'audience. Les dégâts ont commencé tout de suite.
Margot a envoyé des copies de la pétition à des proches qui les ont fait circuler. Quelqu'un a contacté l'un de mes clients en prétendant que j'étais sous enquête pour incapacité mentale, et ce client a suspendu mon contrat. J'avais assez d'économies pour survivre, mais les frais d'avocat et d'experts allaient vite m'épuiser. Je me suis installé temporairement chez une amie proche parce que Margot commençait à apparaître devant chez moi sans prévenir. Elle frappait, attendait que je refuse d'ouvrir, puis envoyait des SMS à ma mère disant que je rejetais la famille. Chaque réaction était calculée pour devenir une preuve. C'est là que j'ai engagé maître Noémie Fontaine. Noémie était spécialisée dans les litiges successoraux et les abus de confiance. Elle ne m'a pas promis une victoire facile. Elle m'a dit que Margot avait construit une histoire émotionnelle puissante, une sœur cadette endeuillée et isolée, une sœur aînée protectrice et une mère effrayée, le tout soutenu par un médecin. Noémie a dit que nous ne pouvions pas gagner en étant plus émotifs qu'elle, mais en remplaçant leur récit par des faits vérifiables. D'abord, nous avons examiné la tentative de modification de l'assurance vie. Un expert en informatique légale a extrait les métadonnées et a découvert que le fichier avait été créé 3 mois après la mort de mon père par un compte utilisateur lié à l'ancien bureau de Margot. Le nom de la signature correspondait à une image scannée d'un vieux contrat de mon père. Ensuite, nous avons tracé l'argent. Noémie a obtenu par voie judiciaire les registres des sociétés qui facturaient Lefebvre Logistique Santé. Les 3 entreprises utilisaient la même boîte postale et leurs paiements finissaient sur des comptes contrôlés par le fonds de Margot. C'est ainsi qu'elle avait créé le manque à gagner de 1,8 million d'euros qu'elle essayait de cacher. Enfin, nous avons examiné le rapport du docteur Collin. Sa facture n'avait pas été payée par ma mère, mais par l'une des sociétés écrans de Margot. Les propriétés du fichier montraient que le premier brouillon du rapport avait été créé avant même qu'il ne m'ait parlé. Le témoin le plus important a été Léonard Perrin, l'ancien comptable de mon père. Il travaillait pour lui depuis 17 ans et avait été licencié par Margot après avoir posé des questions sur ses factures suspectes. Il avait gardé des copies des registres prouvant que Margot avait personnellement approuvé chaque paiement. Puis, ma mère a commis une erreur fatale. Elle m'a appelé tard un soir et m'a laissé un message vocal. Elle me suppliait d'arrêter de me battre contre la tutelle, disant que Margot n'avait besoin du contrôle que temporairement. Jusqu'à ce que l'audit soit terminé. Elle a chuchoté qu'une fois l'argent manquant remplacé, tout redeviendrait normal. Ce message prouvait qu'elle savait que toute cette affaire n'était qu'une question d'argent. Le matin de l'audience, Margot s'était transformée en l'image même de la sœur patientée. Épuisée. Elle portait une robe bleu marine sobre, aucune parure à part la vieille montre de notre père, et presque pas de maquillage. Son avocat, maître Roure, a ouvert en disant que ce cas n'était pas une punition, mais une protection. Il m'a décrite comme une femme talentueuse mais troublée, incapable de distinguer les affaires professionnelles de sa paranoïa personnelle. Il n'a jamais mentionné que mes emplois irréguliers étaient des missions de conseil confidentielles, ni que je payais mon propre loyer et mes impôts depuis toujours. Margot a témoigné en premier, la voix tremblante au bon moment. Elle a juré qu'elle ne voulait pas de mon argent. Ma mère a suivi, pleurant devant le juge et racontant que j'étais devenu obsédé par l'idée que Margot volait. Noémie a demandé à ma mère si j'avais déjà manqué un paiement, si j'étais endetté ou si j'avais déjà perdu de l'argent au jeu. La réponse était non à chaque fois. Puis Noémie a demandé si ma mère dépendait de Margot pour vivre, et elle a dû admettre que oui. Le docteur Collin a ensuite parlé de mes délires. Noémie lui a demandé combien de temps il m'avait évalué, 52 minutes. Avait-il vu mes relevés bancaires? Non. Mes avis d'imposition? Non. Savait-il que je menais des enquêtes financières complexes pour de grandes entreprises?
Il a répondu qu'on lui avait dit que je faisais de la comptabilité occasionnelle. L'évaluatrice nommée par le tribunal a alors présenté son propre rapport, affirmant qu'elle n'avait trouvé aucune preuve d'incapacité. Margot s'est crispée. Le juge a alors demandé à consulter les documents et les fournis par mon employeur et la banque. Elle a lu en silence pendant 3 minutes, puis a retiré ses lunettes pour fixer ma sœur. Mademoiselle Lefebvre, a dit le juge, savez-vous réellement qui est votre sœur et ce qu'elle fait dans la vie? Margot a eu un petit rire incertain, répétant que je faisais des petits boulots en ligne. Le juge m'a alors demandé de décliner mon identité et ma profession. Je me suis levé lentement. Je m'appelle Audrey Lefebvre, j'ai 29 ans. Je suis analyste senior en fraude de données pour le cabinet Whitmore à la Défense, et je suis experte certifiée en lutte contre la criminalité financière. Margot m'a regardé comme si je parlais une langue étrangère. J'ai expliqué que mon travail consistait précisément à traquer les paiements frauduleux, reconstruire des comptes altérés et identifier des sociétés écrans. Le dossier scellé contenait mes évaluations de performance et une déclaration de mon directeur confirmant que j'aidais même le conseil externe dans une enquête confidentielle sur un réseau de fournisseurs. Je n'étais pas un agent secret, j'étais simplement très doué pour trouver où l'argent s'était caché. Le juge a regardé Margot et a souligné que la personne qu'elle décrivait comme incapable était professionnellement responsable de l'analyse de transactions valant des centaines de millions d'euros. Puis, elle a brandi le document de modification de l'assurance vie. Si votre sœur a inventé ce problème, pourquoi ce document porte-t-il une date de création postérieure de 3 mois à la mort de votre père? L'avocat de Margot s'est tourné vers elle si brusquement que sa chaise a grincé. Ma mère a perdu toute couleur. Margot n'avait plus d'histoire prête. Après une suspension de séance, la vérité a éclaté. L'expert informatique a prouvé que Margot avait créé le faux document depuis son propre ordinateur. Léonard Perrin a témoigné sur les détournements de fonds et a produit un email où Margot écrivait que l'héritage d'Audrey comblerait le trou avant l'audit. Noémie a ensuite montré le trajet de l'argent de l'entreprise familiale vers des sociétés de conseil bidon, puis vers les comptes personnels de Margot pour payer ses dettes et son train de vie de luxe. Enfin, le docteur Collin a dû admettre qu'il avait été payé grassement par l'une de ces sociétés et qu'il avait rédigé son diagnostic avant même de me parler. Le juge a immédiatement ordonné que son dossier soit transmis à l'ordre des médecins. Ma mère a été rappelée à la barre et Noémie a diffusé le message vocal. Quand l'enregistrement s'est arrêté, ma mère s'est caché le visage. Noémie lui a demandé, pensiez-vous vraiment que la liberté de votre fille devait être sacrifiée pour garder votre maison? Ma mère a recommencé à pleurer, mais cette fois, ses larmes ne touchaient personne. Le juge a rendu son verdict immédiatement, la demande de tutelle était rejetée et l'affaire était transmise au procureur de la République pour faux, usage de faux et escroquerie. À la sortie de la salle, des agents de la brigade financière attendaient déjà. Margot a été arrêtée sous les yeux de notre mère. Tu as détruit tout ce que papa a bâti, m'a-t-elle crié pendant qu'on lui passait les menottes. J'ai secoué la tête, non, tu l'as dilapidé, et tu as essayé de m'effacer pour que personne ne voit ce que tu avais fait. L'enquête criminelle a duré 18 mois. Margot a finalement plaidé coupable face aux preuves accablantes retrouvées dans son ordinateur. Elle a été condamnée à 5 ans de prison, dont 3 fermes, et a remboursé l'intégralité des sommes détournées. Ses biens ont été saisis. Ma mère, bien qu'elle n'ait pas été emprisonnée, a été condamnée à du sursis pour complicité et a dû vendre la maison familiale car elle ne pouvait plus en assumer les frais. Elle m'a envoyé des lettres pendant des mois, oscillant entre excuses et justifications. Je lui ai répondu une fois pour lui dire que la peur n'excusait pas la trahison. Le docteur Collin a perdu son droit d'exercer. Quant à moi,
j'ai utilisé une partie de mon héritage pour créer une fondation aidant les victimes d'abus de faiblesse et de fraude familiale. Mon histoire n'est pas seulement celle d'un héritage sauvé, c'est celle d'une identité reconquise. Personne ne devrait avoir le droit de transformer vos moments de vulnérabilité en preuve d'incompétence. Gardez vos documents, posez des questions et n'ayez jamais honte de demander de l'aide. Parfois, la vérité ne détruit pas une famille, elle ne fait que rendre visibles les fissures que le mensonge essayait de cacher.